c'est 26 ans déjà depuis que mourait le maréchal Mobutu, le deuxième président de la RDC en exil à Rabat au Maroc. Pour ses 26e anniversaire, l'actuel président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait les déplacements à la cathédrale Notre-Dame du Congo pour rendre hommage à l'un de ses prédécesseurs. On y revient dans un instant. Dans l'actualité également, la patience n'aura pas été de très longue durée pour les drépanocytaires déplacés des centres Mabanga pour les travaux de construction. D'ici la fin du mois d'octobre, tous seront de retour dans ces centres qui fait peu à peu peau neuve. Les travaux sont exécutés déjà plus de 80%. L'initiatrice de ces projets, la première dame Denise Nyakiro Tshisekedi, fait des allers-retours sur le chantier pour faire les suivis des travaux. Les images à suivre dans ce journal. Et enfin, après plusieurs rendez-vous manqués, la commission paritaire gouvernement banque syndicale de l'INAP sera cette fois-ci autour d'une table le lundi 11 septembre prochain. Parmi les sujets à l'ordre du jour, l'évaluation des engagements pris entre les deux parties pour les intérêts des agents et fonctionnaires de l'État. C'est l'essentiel de l'actualité de ce vendredi. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous sur une régionale radio-télévision nationale congolaise. Je le dis à l'ouverture de ce journal, c'était le 7 septembre 1997, 26 ans déjà, depuis que mourait le maréchal Mobutu, le deuxième président de la RDC, en exil à Rabat au Maroc. Pour ses 26e anniversaire, le président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait les déplacements à la cathédrale Notre-Dame du Congo pour rendre hommage à l'un de ses prédécesseurs au cours d'une messe des requiem. Blandine Zouvo pour les détails. Il y a 26 ans, le maréchal Mobutu déchu mourait en exil au Maroc où est inhumé son corps jusqu'à ce jour. Le deuxième président congolais avait succombé à un cancer de la prostate à l'âge de 66 ans. Commémoré chaque année dans l'intimité familiale, l'anniversaire du décès du feu maréchal a connu cette année une présence particulière, celle du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une marque de réconfort à l'endroit de la famille, mais aussi un honneur à l'ancien chef d'État au nom de toute la nation congolaise. À l'initiative de la famille Mobutu, cette célébration eucharistique a connu la participation de nombreuses personnalités politiques, toutes tendances confondues, venues communier avec la famille du défunt maréchal Mobutu. Dès sa prise de pouvoir, le maréchal Mobutu a instauré ce qu'on a appelé le respect de l'Africain, le respect de l'homme noir, jusqu'à l'aboutissement de l'authenticité. L'authenticité, certes, c'était une culture, mais c'était une culture multiple, y compris même sur l'habillement. C'est l'homme qui a dû faire la rupture avec les Belges. Beaucoup de personnes ne l'ignorent. Quand il a sorti le conflit belgo-congolais. C'est à partir de ce moment-là que les Occidentaux ont commencé à avoir un œil assez vigilant vis-à-vis de lui. L'unité du pays, le respect de soi-même, ou présenter l'unité du Congo partout où vous allez. Proche du président Mobutu, l'abbé Joseph Lukelo a exhumé quelques souvenirs de sa relation avec l'ancien président qu'il présente comme un homme de principe qui a porté sa foi catholique jusqu'à son dernier souffle. Prenant la parole pour le compte de la famille, l'ancien vice-premier ministre Mobutu Nzanga a remercié le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa participation à cette célébration eucharistique commémorative. Au nom de la famille Mobutu, je voudrais tout d'abord remercier le chef de l'État de nous avoir renoncé par sa présence cette belle messe d'action de grâce en mémoire de notre Père, de tous ses décès. Cela nous touche profondément. Je voudrais également dire que par la réponse que vous nous avez donnée aujourd'hui, vous avez répondu également à cet appel de l'unité, très important pour nous. Chaque humain est particulier par sa vision des choses. Le maréchal Mobutu avait la sienne, qui se résume à l'unité du Congo. Un exemple à prendre en compte pour solidifier l'intégrité territoriale. L'héritage des feux, le président Joseph Désiré Mobutu est toujours vivant, celui du respect de l'Africain mieux de l'homme noir jusqu'à l'aboutissement de l'authenticité. C'est l'hommage de certains politiques et d'autres personnalités de leur Zaïre qui étaient présents à la messe. On les écoute.
C'est de porter la République démocratique du Congo à la hauteur d'une dignité continentale et même intercontinentale. Ce rendez-vous avec l'histoire de la cohésion. Partout où la paix était menacée, il était présent lui-même. Et il a prouvé de quoi il était capable. Pour moi aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial parce qu'il y a tout juste 2 semaines, j'étais à Kamanyola. Parce que je voulais voir Kamanyola et voir pourquoi le maréchal Mobutu avait un tel amour pour cette ville de Kamanyola. Grâce à son mouvement d'authenticité à l'époque, j'ai eu un nom totalement zaïrois. Et souvent on me demande si je n'ai pas un autre nom. Je dis non, c'est mon nom. Premièrement. Deuxièmement, c'est quelqu'un qui a fait énormément pour le mécénat dans la culture et les arts et qui a encouragé mon défunt père à grandir et à faire de grandes choses. Aujourd'hui, la ville de Kinshasa compte plus de 15 monuments et ça a été vraiment sous l'impulsion à l'époque de la politique culturelle qui avait été mise en place par le maréchal et ses différents gouvernements. Je garde l'image d'un père aimant envers ses enfants, qui tous étaient mes amis, qui malheureusement j'ai conduit les uns et les autres à leur dernière demeure, en commençant par Niwa, Manda, Konga, Kongulu, qui était un jeune frère. J'encourage les efforts menés par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour instaurer la paix. Je crois que nous allons l'accompagner. Ce que nous gardons, c'est vraiment un homme qui aimait son pays, des valeurs de mettre en avant le Congolais de l'époque, les valeurs de mettre en avant, je veux dire, l'entrepreneuriat congolais. Et je pense que ce sont des valeurs qu'aujourd'hui, et que le président actuel, Félix Tshisekedi, met en place. C'est vraiment cette cohésion nationale, faire en sorte que le Congo reste un et indivisible. On peut tout raconter. Il a beaucoup fait pour ce pays. Chacun, suivant son paradigme, raconte à sa manière. Mais quand froidement on analyse la situation actuelle de ce pays et ce qu'il a réalisé pour ce pays pendant ces 32 ans de régime, je pense que nous réalisons effectivement que ce fut un grand homme. Ce que je garde du président Mobutu, c'est l'ordre et la paix. Lorsque nous fûmes encore à l'école primaire, nous chantions chaque matin des chansons patriotiques. Quand vous arrivez les matins et qu'on siffle pour les saluer au drapeau, c'est tout le monde qui respectait, même des poules et des coqs. C'était un droit pour respecter la couleur nationale. On sentait les pouvoirs, on sentait la paix et la tranquillité. Allez, on tourne la page Mobutu. Le 20 décembre, des milliers de Congolais appelés à se rendre aux urnes pour les élections générales en RDC. La population de l'Ituri et celle de la province du Congo central sont plus que déterminées d'aller au vote pour renouveler la classe politique congolaise. On les écoute. La province de l'Ituri est tellement prête pour participer aux élections. Il y a eu un engouement pendant le moment électoral. Il y a aussi eu un engouement pendant le moment du dépôt de candidature. Cela atteste clairement que la province de l'Ituri veut renouveler une nouvelle classe autour du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons besoin de nouveaux élus, nous avons besoin des gens qui sont choisis pour qu'on puisse défendre les intérêts de l'Ituri. Et ça ne passe que par les élections. Le fait que les gens ont déposé les candidatures, il faut aussi que les groupes armés, qui sont les Ituriens, comprennent que nous devons aussi aller aux élections. Tout le monde est là en action et je ne vois pas pourquoi. Aujourd'hui, on peut dire que l'Ituri ne puisse être éligible par rapport au processus électoral qui est en cours. Et donc, au niveau des partis politiques, moi-même je suis un membre du parti politique, nous sommes prêts et nous nous sommes préparés. On a présenté des candidats à tous les niveaux et on attend les élections avec impatience. En tout cas, c'est la guide doute encore, il devait maintenant pas qu'il y aurait des élections. Si vous continuez à douter, en tout cas, c'est le moment où il y aurait des élections. Et nous, en tant que population, surtout du Congo central, nous tenons qu'il y ait des élections. La population du Congo central est prête à aller aux élections. Que personne ne vous trompe. Ce que nous attendons,
la date où la population va élire leurs dirigeants. Bon, ce qui nous rassure parce que la CENI s'est mise dans la danse. La CENI a finalement recruté les candidats et les a affichés. Les élections, pour moi, c'est une porte ouverte pour la population. Le chef de l'État, c'est un homme de parole. Quand il promet, il réalise. L'Union européenne veut sortir le chéquier. Elle veut débloquer 20 millions de dollars pour soutenir un de ses projets visant à rendre efficace la 31e brigade de FARDC. Ces projets, qui concernent aussi la justice et la police congolaise, a été présenté au vice-ministre des Affaires étrangères par une délégation de cette agence onusienne. Doris Mozo et Henri Amouri pour la suite. L'Union européenne décide d'apporter son soutien afin de ramener définitivement la paix, la stabilité et le développement à l'est de la République démocratique du Congo. Elle propose de soutenir la 31e brigade de FARDC pour la rendre plus efficace. En face du vice-ministre des Affaires étrangères, Crispin Mbadou, Vincent Laporte, chargé de programme Facilité européenne de paix de l'Union européenne, a fait une présentation du projet de soutien évalué à 20 millions de dollars américains. Il en a présenté les axes principaux, notamment la faisabilité et les engagements de chaque partie. Il s'agit essentiellement des équipements en infrastructure. Le gouvernement congolais devra faciliter l'importation des équipements par l'exonération de taxes, faciliter les visites et discuter sur les avancées du projet. Un comité de pilotage sectoriel sera mis sur pied et se réunira tous les 6 mois afin d'évaluer le projet. Le dit projet concerne la défense, la justice et la police nationale congolaise. Avant son exécution, une lettre de l'Union européenne sera adressée au gouvernement congolais et celle-ci attendra la réponse qui conditionnera la mise en œuvre du projet. Le vice-ministre des Affaires étrangères, qui a suivi très attentivement la présentation du projet, a salué l'initiative. Le gouvernement attend la lettre qui sera débattue au Conseil des ministres. Crispin Mbadou a aussi insisté sur la mise en place de ce comité de suivi. Toujours aux affaires étrangères, le vice-ministre des Affaires étrangères, Crispin Mbadou, a reçu 2 ambassadeurs. M. Zouao, nouvel ambassadeur de la Chine en RDC, venu pour un état des lieux de la coopération Chine-RDC, et puis M. Cho Jéchel, ambassadeur de Corée du Sud en République démocratique du Congo, avec qui il a évoqué la coopération économique entre la Corée du Sud et la République démocratique du Congo. Après plusieurs rendez-vous manqués, la commission paritaire gouvernement syndical de l'INAP, intersyndicale nationale de l'administration publique, se rend enfin autour d'une table le lundi 11 septembre prochain. Parmi les sujets à l'ordre du jour, l'évaluation des engagements pris entre les 2 parties sur les intérêts des agents et fonctionnaires de l'État. On écoute Jean-Pierre Liao, vice-premier ministre en charge de la fonction publique, qui a livré cette information. Au nom de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, j'annonce, après plusieurs rapports officiellement, la convocation ce lundi 11 septembre 2023 de la commission paritaire, gouvernement et banque syndicale de l'INAP, l'intersyndicale nationale de l'administration publique, afin d'évaluer les engagements qui ont été pris précédemment entre les 2 parties. Ce pour l'intérêt des agents et fonctionnaires de l'État. Aussi dans la droite ligne de la vision du président de la République qui place les dialogues sociaux au centre de toutes les préoccupations. Pour lui, il ne faut jamais rompre le fil du dialogue entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Et c'est ce que nous avons toujours suivi comme ligne que nous allons cette fois-ci aussi respecter. Donc, maintenir le dialogue social parce que, comme je l'ai toujours dit, il n'y a pas d'alternative au dialogue social. Quels que soient les problèmes qui peuvent nous diviser, le seul cadre qui peut nous permettre de pouvoir examiner les préoccupations et construire des compromis républicains et pragmatiques, eh bien, c'est le cadre du dialogue social qui nous a toujours réunis.
La patience n'aura pas été de très longue durée pour les drépanocytaires déplacés des centres Mabanga pour les travaux de construction. D'ici la fin du mois d'octobre prochain, tous seront de retour dans ces centres qui fait peu à peu peau neuve. Les travaux sont déjà exécutés à plus de 80%. L'initiatrice de ces projets, Denise Nyakero Tshisekedi, la première dame, fait des allers-retours sur le chantier pour faire les suivis des travaux. Patrick Michel Moukoui, Naïcha Kiala et Charma Lelo nous en disent long. Dire à maman Denise que merci pour ce qu'elle a fait pour nous, pour sa fondation. Pour les autres enfants qui ne sont pas de la fondation, j'aimerais aussi qu'ils puissent participer comme moi aussi, ça m'a beaucoup aidé. Lancer son message, cette jeune fille ignore complètement que son vœu est très proche d'être exaucé. Comme elle, tous les drépanocytaires transférés momentanément dans cet hôpital de Kalamou ne jurent que par l'achèvement de travaux de construction du nouveau centre de médecine mixte Anémie SS qui va doubler la capacité de prise en charge de patients. La maladie demande que la chaleur soit un peu tempérée. Il faut un peu qu'il y ait de l'air. Il n'y a pas de courant, il n'y a pas de l'eau. Que maman Denise écoute nos plaies. Qu'elle ne nous abandonne pas en cours de chemin. Qu'elle va avec ses procédures jusqu'au bout. Dans l'entretemps, l'initiatrice du projet, la distinguée première dame de la République, multiplie les allers et retours sur les chantiers pour toucher au but le plus tôt possible. Ce jeudi matin, Denise Nyakero Tshisekedi a reçu des ingénieurs les assurances d'une livraison du bâtiment dès la fin du mois d'octobre prochain. Construit selon les normes en la matière, ce nouveau bâtiment va permettre à ce centre de se réorganiser avec de nouveaux services et d'augmenter sa capacité d'accueil de 80 à 150 lits. Nous avons démoli l'ensemble du bâtiment qui existait et on a refait un bâtiment tout neuf. Il y a des espaces qui sont un peu plus vastes que nous avons créés. Nous avons changé un peu le confort intérieur qu'il y avait par rapport à ce qu'on a retrouvé ici. Et les styles de plafond ont changé et on a mis plus d'accent sur une ventilation naturelle assistée par la climatisation. Et on a créé un espace pour les scanners et une salle d'urgence et des réanimations qui répondent aux normes. Des difficultés exposées par l'entreprise Best Building Company qui exécute les travaux, la première dame de la République a improvisé une séance de travail au cours de laquelle elle a donné des instructions aux acteurs concernés pour des solutions rapides et concertées. Au moment de quitter le chantier, le sourire de la présidente de la fondation Denise Nyakero Tshisekedi rassure de sa satisfaction. Ceux qui ont suivi son déplacement l'encouragent, mais seuls les drépanocytaires et leurs familles mesurent mieux l'importance de son action. C'est une première et historique dans les relations entre les RDC et le Fonds monétaire international depuis 1968. Le pays de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est en passe d'exécuter un programme jusqu'à son terme, constaté par une délégation de cette institution de Bretton Woods au cours de la 5e revue du programme économique du gouvernement, comme nous dit Edith Jala. La réunion de la Troïka politique à l'occasion du staff visite du Fonds monétaire international conduit par le nouveau chef de mission pour la RDC, Caliste Aokposi, dans le cadre de la 5e revue du programme économique du gouvernement, soutenu par la facilité élargie de crédit, a passé en revue l'agenda de la mission du Fonds monétaire international, ainsi que les principales contraintes liées au calendrier, à la performance du programme, ainsi qu'à la mise en œuvre des réformes structurelles pour garantir les succès de la 5e revue du programme. Pour le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, ce sera pour la première fois qu'on va franchir cette étape dans l'histoire des relations entre la République démocratique du Congo et le FMI. Le ministre est optimiste quant à l'aboutissement de ce programme qui sera une première depuis 1963. Concernant la situation macroéconomique, il a été relevé la baisse du rythme de l'inflation et une stabilisation du marché d'échange à la suite des mesures gouvernementales prises depuis juillet 2023. Le chef de mission a félicité le gouvernement pour les efforts fournis. Dans un contexte difficile caractérisé par les pressions sécuritaires et électorales, il a encouragé la Troïka politique à implémenter les politiques d'ajustement tant sur le plan budgétaire que monétaire pour préserver les équilibres.
Les portes de la Caisse nationale de sécurité sociale étaient grandement ouvertes aux assujettis, beaucoup plus aux mandataires des entreprises pendant 2 jours. Objectif, les sensibiliser sur les avantages qu'offre le régime général de sécurité sociale. Parmi les mandataires figurent la directrice générale de la radio-télévision nationale congolaise, Sylvie Elengue. D'autres détails dans ce reportage de Jean-Richard Koualé. Un avant-midi significatif pour les employés et employeurs de la République démocratique du Congo. La Caisse nationale de sécurité sociale a lancé des journées portes ouvertes qui consistent à rapprocher les assujettis de la Caisse. Plusieurs stands ont été érigés pour sensibiliser les mandataires des entreprises publiques et autres sur les avantages qu'offre le régime général de sécurité sociale, notamment les modalités d'immatriculation ainsi que la prise en charge, entre autres le volet pension. Parmi les hôtes à cette cérémonie, Madame le directeur général de la radio-télévision nationale congolaise, Sylvie Elengue Niembo. C'est une démarche que vous faites et qui est à la fois pédagogique pour nous qui sommes des responsables dans les entreprises publiques comme établissements. C'est de nous rappeler également à nos obligations, celle de veiller aux droits de nos employés pendant leur service comme après. Et donc c'est ces assurances qu'il nous faut préserver pour nos employés qui nous ont été présentés aujourd'hui. Et cela nous renvoie tous à aller revoir les procédures en interne pour essayer de voir si l'on respecte ce qui est légalement prescrit. Le patron de la CNSS a circonscrit le cadre de cette démarche. Je crois qu'on pense plus que ce sont les employeurs qui devraient venir, mais les employés aussi devraient venir pour savoir quels sont leurs droits, comment ils peuvent suivre l'avancement par rapport à ce que l'employeur fait pour eux. Donc c'est l'esprit même pour lequel on a fait ces portes ouvertes. Il ne faut pas attendre la sortie à la retraite pour se demander qu'est-ce qui a été fait toute ma carrière par l'employeur. Des journées portes ouvertes qui vont se clôturer ce 8 septembre 2023. Désormais, tous les actes notariés de l'UDPS sont opposables à tous les militants et cadres. Le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, a déposé les actes du congrès extraordinaire de cette formation politique au secrétariat général du ministère de l'Intérieur. Alain Bikaï pour le reportage. Le mercredi 6 août 2023 était une journée marathon pour le secrétaire général de l'UDPS. Augustin Kabouya franchit les portions du secrétariat général du ministère de l'Intérieur ayant en charge les partis politiques. Ici, le numéro 1 du parti présidentiel est venu déposer les actes notariés du congrès de Ngandayala. Les actes qui entérinent la candidature de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la magistrature suprême et accordent les pouvoirs particuliers au secrétaire général de ce parti. Selon les gestionnaires au quotidien de l'UDPS, cette démarche consiste à se conformer aux lois du pays. Après le secrétariat du ministère de l'Intérieur, Augustin Kabouya et sa suite se sont rendus au cabinet du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi Kankonde, pour déposer une copie de ces actes. Rappelez-vous qu'après Kisantu, j'avais dépêché les avocats. Et à un moment donné, on voulait créer un flou. On n'a jamais saisi les autorités compétentes. Je me suis déplacé moi-même pour informer l'autorité compétente, c'est-à-dire le secrétariat général du ministère de l'Intérieur, où toutes les formations politiques sont censées apporter leurs informations. Et ce qui me reste maintenant, c'est d'organiser le parti et faire ce que je peux faire selon la résolution du congrès extraordinaire. C'est au congrès du parti de l'Alliance congolaise progressiste ACP du gouverneur Jean-Tini Ngobila que le secrétaire général a bouclé sa journée. Restons toujours dans la politique. Tous les regards de militantes et militants du parti Alliance de Congolais progressistes sont tournés vers le président de la République pour la présidentielle de décembre prochain. Ces partis politiques de Jean-Tini Ngobila Mbaka, gouverneur de la ville de Kinshasa, viennent d'investir Félix Antoine Tshisekedi comme leur candidat. Décision prise au terme de son congrès extraordinaire. Willy Atunakov nous en dit long. L'Alliance des Congolais progressistes ACP, parti politique cher à Jean-Tini Ngobila Mbaka, gouverneur de la ville-province Kinshasa et membre de l'Union sacrée de la nation, s'engage à soutenir
la candidature de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa réélection à la présidentielle de décembre 2023. C'était à l'issue du congrès extraordinaire de cette formation politique organisée mardi 6 septembre 2023 à l'hôtel Béatrice à Kinshasa. Dans son speech, Jean-Tini Ngobilambaka, autorité morale de l'ACP, a indiqué d'abord que le progressisme cadre avec la vision socio-démocrate du chef de l'État. Il a ensuite souligné que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a initié des réformes importantes qui ont impacté la vie sociale des Congolais. Enfin, lesquelles réformes ont permis de quadrupler le budget national susceptible de financer le programme de développement local de 145 territoires. Exprimons notre indéfectible attachement et loyauté au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et lui réaffirmons notre entière confiance dans la conduite de notre grand Congo. Demandons instantanément aux jeunes et aux femmes véritables bénéficiaires des actions du chef de l'État de se mobiliser de maintenant pour donner un deuxième mandat à notre digne fils du pays. On a noté lors de la cérémonie de clôture de ces congrès la présence de quelques chefs de partis amis, dont le professeur Modeste Bahati Lukwebo, président du Sénat et autorité morale de l'AFDCA, première force de la majorité parlementaire, et d'Augustin Kabuya Moulamba, secrétaire général de l'UDPS, tous deux membres du présidium de l'Union sacrée de la Nation, ainsi que de Gérard Moulumba Jekoko, vice-gouverneur de Kinshasa. Les documents sur la sécurité des droits fonciers en RDC est en pleine révision à Kinshasa. Objectif, permettre au pays d'utiliser les données foncières fiables d'ici l'année prochaine. La mission confiée à un groupe d'experts de l'Institut national des statistiques et l'ONU Habitat, qui sont d'ailleurs en atelier de plusieurs jours dans la capitale congolaise. Mamita Bangoulou pour les explications. Les groupes d'experts de l'Institut national des statistiques s'épanchent sur la révision du document sur la sécurité des droits fonciers en République démocratique du Congo et l'adaptation du module conjoint. Ceci en vue de donner la possibilité aux Africains de produire et d'utiliser des données foncières fiables d'ici l'année prochaine. L'ONU Habitat est revenu sur la politique de l'habitat. Merci madame. Il faut dire que dans le cadre de la réforme foncière RDC, ONU Habitat, le programme des Nations Unies pour les établissements humains, accompagne la République démocratique du Congo à élaborer sa politique foncière nationale. Nous avons aussi soutenu le processus d'élaboration de l'avant-projet de loi qui est aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Dans ce contexte-là, nous avons organisé avec l'Institut national des statistiques, et c'est un programme qui est sous-régional, qui concerne également le Sénégal, la République démocratique du Congo et la Zambie. Le rapport de cet atelier sera validé ultérieurement. Et pour finir, le stade municipal de Delvaux doit revêtir de sa plus belle robe. Le bourgmestre de la commune d'Ngalema s'est rendu sur place pour se rendre compte de l'état actuel de cette infrastructure sportive. Cédric Kenina. Le stade municipal de Delvaux, un petit bijou pour la jeunesse de la commune d'Ngaliema, mais aujourd'hui fermé, presque à l'abandon, à la merci des jeunes délinquants qui y opèrent, créant ainsi de l'insécurité. Les bourgmestres d'Ngaliema, Dieu merci Maïba Zilouanga, a visité cet ouvrage tout en promettant de plaider auprès des autorités pour la réouverture de cet espace d'activité sportive. Nous avons pris notre responsabilité en tant que le numéro 1 de la municipalité. Il y a une commission ad hoc qui a été instituée pour que nous puissions prendre nos responsabilités, de voir aussi les autorités attitrées pour que les stades deviennent opérationnels. Et je pense que le premier notable de la municipalité d'Ngalema, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui place l'homme au centre de tout événement et qui place son espoir certainement à la jeunesse. Et pour la jeunesse de la municipalité d'Ngalema, nous avons écouté. Et je leur dis merci pour cette initiative noble qu'ils ont fait. Ils se sont réappropriés notamment de leur destin. Nous saluons la présence du bourgmestre qui est descendu sur terrain pour entendre les cris d'alarme de la jeunesse. Nous lançons un cri d'alarme aux autorités parce que la jeunesse, pendant un certain moment, a été privée de son bien, des loisirs. Et aujourd'hui, la jeunesse a manifesté son ras-le-bol
pour revendiquer son bien qui a été confisqué pendant pratiquement 8 ans. Bien que fermée, une équipe engagée dans la suite de l'autorité municipale a procédé à l'assainissement de ces stades municipaux de Delvaux. C'est fini pour ce journal de 7 heures. Mesdames et messieurs, ce journal a été réalisé par Peshomo Bengaya Kasongo Mamita Bangoulou. La partie technique a été assurée par Nathalie Kikita, Henri Alimassi et Alain Galia, Guilhem Moukoko et Mille Zola. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 13h30 Emendaya, 20h Sandra Nyangitabou. Moi, je reviens demain à la même heure. Bon début de week-end à toutes et à tous. Au revoir.